Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, quelques semaines après avoir évoqué le premier volet, il va être question ici de sa suite, tout ceci avant la sortie du 6e en salle, bref vous l'avez compris, Destination Finale 2 ou Final Destination 2 est l'œuvre dont il va être question aujourd'hui. Et on y change beaucoup de choses par rapport au précédent volume, donc à celui qui a introduit cette saga, plus le même réalisateur et même les scénaristes, voilà. Par contre, ils reviendront, pour 2 des 3 en tout cas, dans le 3. Il faut suivre un petit peu tous ces chiffres, c'est compliqué. Là, donc, derrière la caméra, nous avons David Richard Ellis et au scénario, un duo que je connais bien, Eric Bress et Jonathan Gruber, qui l'année d'après feront et écriront, tout en même temps en scène d'ailleurs, L'Effet Papillon, qui est un des films que j'ai beaucoup aimé donc à cette époque. Et je ne savais même pas, ou alors je me rappelais plus qu'ils avaient fait Destination Finale 2 juste avant. Au casting, retour de 2 actrices-acteurs, à savoir Ari Larter, l'une des 2 survivantes, donc à la fin de Destination Finale premier du nom, celle qui a aussi joué dans la série Heroes, et évidemment le regretté Tony Todd qui revient dans son rôle de croque-mort hein, aux pompes funèbres. Ici c'est un peu plus flippant encore que son apparition dans le premier. Il faut savoir que Tony Todd sera dans le 6e, et je crois que c'est sa dernière apparition. Voilà, parce qu'il avait tourné donc avant son décès. Au casting dans les rôles principaux, ici, qui apparaissent A.J. Cook, qui a été dans Virgin Suicides quelques années auparavant. Sinon, les autres, je ne les connais pas, ou alors vite fait, hein. Michael Landis, Jonathan Sherry, Keegan Connor ou T.C. Carson, pour ne citer que ceux-ci. Pour des nouveaux protagonistes qui vont donc essayer de tromper la mort. Parce que c'est ça, hein, Destination Finale. Rappelez-vous le premier du nom. Des gens étaient censés mourir, ils s'en sortent de justesse grâce à une prémonition, et après, la mort leur court après. C'est exactement le même principe ici, où la jeune Kimberly Corman, avant donc potentiellement de mourir dans un accident sur une autoroute, va avoir cette prémonition de l'accident. Scène extraordinaire d'introduction, d'ailleurs. Enfin, extraordinaire, on en reparle après. Et donc, ouais, elle va sauver, donc pas ses amis qui vont quand même y passer, c'est terrible, mais d'autres personnes derrière, un motard, une sorte de gars plus ou moins pornographe et drogué, et un policier. Alors, on va en citer que quelques-uns, parce que sinon c'est le bazar. Oui, il y a une mère et son adolescent aussi. Donc évidemment, les gens se retrouvent, après l'introduction d'ailleurs, où à la télé on reparle des événements du premier film. Attention, est-ce que la mort a un plan? Est-ce que c'est coïncidence, destin, hasard? Bon. Et ensemble, ils se rendent compte que peut-être ça va mal tourner, surtout si on prend donc ce qui s'est passé un an auparavant, quasiment jour pour le fameux vol 180, 180 étant le nombre maudit ou lié à la mort, visiblement, dans cette saga. Et derrière, hop, on va suivre, hein, qui doit mourir, qui doit être sauvé avant l'autre. En fait, la mort a peut-être un plan, mais elle va pas forcément suivre le même schéma que dans le premier film, sinon ça serait trop évident. Et puis, c'est une entité qui dépasse l'humanité, donc elle peut aussi avoir ses propres règles qui nous dépassent. C'est un peu l'idée. Et l'ensemble va être lié au premier film. J'y reviendrai très vite, il n'y a pas de zone spoiler particulièrement à faire ici. Alors, est-ce que je l'avais vu, ce numéro 2 ? J'ai un doute. Je connaissais la scène d'introduction. Même le passage avec Tony Todd, je crois que je l'avais vu. Mais peut-être que je ne suis pas allé au bout. Peut-être que ça m'avait gavé, tout simplement. C'est possible. Ce qui est certain, c'est que, au départ, en tout cas, on y croit. Avec déjà la voiture qui fuit, là, d'huile. Donc, les jeunes qui partent en vadrouille, le père qui se méfie, mais c'est surtout la fille qui va avoir, donc, ces signes qui vont lui apparaître avant la prémonition. Highway to Hell de AC/DC à la radio, forcément, ça va être l'autoroute vers l'enfer, là. Et voilà, enfin, des petits signes, il faut savoir interpréter les signes. Et quand elle va s'arrêter comme ça, un peu par rapport à cette vision, avec une mendiante qui vient, là, c'est assez étrange, elle va réussir à tromper la mort, elle, mais pas forcément ses amis et ceux d'après. Donc oui, là, dès le début, ce qui est impactant, après le premier film aussi, qui avait ce moment avec le crash d'avion, c'est cette mise en scène qui explose tout sur cet accident qui n'a aucun sens, réalistiquement parlant, mais qui, on va dire, met de suite les choses au point. Cette suite,
est bien plus gore frontalement sur l'horreur que le premier. Il y a du cadavre qui est déchiqueté et on les voit, les détails. Donc oui, il y a cette scène d'introduction que beaucoup ont en tête, mais il y a d'autres morts derrière qui sont pas piqués des dents. On va éviter de faire trop dans les détails, mais ouais. Puis bon, interpréter les signes, hein, évidemment, ce qui permet de faire des petites références à d'autres métrages cultes, notamment les oiseaux avec ces pigeons là. Ah, les pigeons, oui, ça peut être dangereux comme bestiole aussi, hein, c'est certain. Et l'idée, c'est de savoir comment gérer la situation. Pour ce faire, ces personnages menacés vont faire appel à celle qui a survécu, Claire Rivers. Donc on apprend que Alex, lui, est mort, parce que Devon Sawa, l'acteur principal, ne voulait pas revenir. Mais Claire, elle est bien là. Elle s'est enfermée d'elle-même, internée en cellule capitonnée. Vous parlez d'une vie, quoi, pour ne pas mourir. Bon, si la mort voulait vraiment qu'elle meure, au pire, on lui aurait fait avoir une petite crise cardiaque. Hein. C'est toujours aussi drôle, en fait, d'imaginer que si la mort doit se débarrasser de certaines personnes, il faut que ce soit dans la violence et dans le gore absolu. C'est pas évident, en fait. Hein. Mais bon, c'est un peu l'idée du film aussi. Une mort, c'est plus que la mort, c'est une forme de quelque chose qui utilise la mort, peut-être, de façon difficilement acceptable pour l'œil humain. Parce que sinon, bah, on n'a pas ce genre de film. Vous l'avez compris, quoi. Mais bon, elle est isolée là, mais finalement, elle va accepter d'aider parce que elle va se sentir coupable sinon. Et puis, à quoi bon vivre comme ça, surtout, c'est vrai. Honnêtement, hein. Bref. Derrière, bah, il va y avoir des choses qui vont faire que, surtout, les liens avec le premier film s'établissent. Mais au-delà du personnage de Claire. C'est malin dans l'écriture, et là, je me suis dit, bah oui, que c'est le duo de l'effet papillon, parce que, pour la faire large, si vous ne l'avez pas vu, grosso modo, ce qui s'est passé dans le premier film avec les survivants du vol qui vont mourir après, ça a changé le destin d'autres personnes. Donc, effet papillon, la mort doit corriger cela en faisant mourir des gens qui n'ont pas pu trouver la mort avant, car ces personnages censés être morts ont empêché leur mort. Si vous me suivez, c'est un peu l'idée. Donc oui, on a l'effet papillon avant l'heure, mais pas ici sur le voyage dans le temps, etc. L'effet papillon, le film, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, hein, même s'il y a des incohérences et tout, à un moment, il y a des belles idées aussi. Il faut lâcher prise sur ce genre de film, parce que, de toute façon, c'est comme le voyage dans le temps, justement. Mais là, il n'y a pas de voyage dans le temps, même avec la mort, des fois, c'est très compliqué d'expliquer le schéma et de le rendre clair, sans faire de mauvais jeu de mots avec le personnage d'Ari Aster, j'allais dire, non, de Ali Larter. C'est marrant, ça. C'est difficile, donc, que ce soit évident et que le spectateur comprenne. Mais c'est pas grave, vous lâchez prise. Un peu trop brain par moment, là, ces idées-là, mais l'idée, c'est que tout cycle-là peut être perturbé dès qu'il y en a un qui en sauve un. Et même si on en sauve un autre qui n'est pas censé être sur la liste, ça, je fais rapport au final. Bon, et après, le film déroule ses scènes. C'est vrai que c'est bien violent. Voilà. Là-dessus, il y a un petit upgrade par rapport au premier film, sinon, c'est un peu moins marquant quand même. L'apparition de Tony Todd, là, on a l'impression que ça veut foncer dans les potards de l'enfer. Parce que c'est vraiment style infernal, hein, ces pompes funèbres, enfin, là, il apparaît derrière une sorte de fourneau comme ça. Il a l'air de vouloir jouer avec la mort, n'est-il pas en train de tirer les ficelles derrière? Je sais pas, hein, j'ai pas vu le 4 probablement, à part son introduction. Je sais qu'il n'est pas dans le 3, ou pas directement, donc peut-être qu'ils ont fait cette mythologie derrière, peut-être une sorte de représentation du diable, tout ce que vous voulez, j'en sais rien. Hein. Ne me spoilez pas dans les commentaires si vous avez vu la suite, je suis un minimum surpris. Oui, c'est une scène qui ne sert strictement à rien, elle est peut-être même pas si flippante que cela. Pour le reste, c'est vraiment, il y a un soin qui a été apporté aux scènes horrifiques et traumatiques, donc pourquoi pas. Le retournement, à un moment... avec des faux semblants, enfin pas des faux semblants, des red herring, là, en haut, des fausses pistes. Notamment avec la femme et son bébé, là. C'est malin. Mais avec ce genre de film, le problème, c'est que tu les vois, les fausses pistes ou les retournements, et à un moment, tu es plus surpris, même si tu dois l'être. Donc, arrivé au bout, je vous avoue, bon, la façon dont ça se conclut, c'est un peu n'importe quoi. Ça me rappelle un peu de Frighteners, Fantôme contre Fantôme, cette idée d'aller au-delà de la mort et peut-être ainsi la tromper. Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que le tout dernier plan, enfin le tout dernier moment, je vous avoue, j'ai ri. Est-ce que c'est voulu, cette fin? Voilà, je ne dis qu'un mot, barbecue. Hein, ceux qui ont vu le film comprennent. Voilà. Mais sinon, c'est sympathique à voir. Le problème, c'est qu'il y a des moments de creux.
Par exemple, le personnage qui apparaît à la télé au début, il n'est pas très utilisé. Hein. Enfin, c'est juste pour... Il y a, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont mis à droite à gauche, mais derrière, vous en faites ce que vous voulez. Et puis vous retenez les scènes qui vous ont marqué le plus. Celle au dentiste avec les pigeons, c'est quand même pas mal. Mais on revient encore avec ce fluide-là qui va vers l'électricité. Donc il y a des petits clins d'œil au premier film aussi, évidemment. Même si l'équipe créatrice n'est plus là. Mais peut-être qu'à la production, il y avait quand même des mêmes gens, j'en sais rien. Je vous avoue que je ne vais pas forcément vérifier. Donc Final Destination 2, c'est correct. Franchement, pour ce que ça propose, ça va. Parce qu'il y a ce duo derrière l'écriture qui a envie d'y croire aussi. Hein. Ils y mettent tout leur cœur et avec une forme de sincérité, comme ils le feront après sur l'effet papillon. Quand bien même il y ait des défauts, au moins on y va quoi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film par rapport au premier volet et comment vous le situez dans cette saga si vous avez tout vu. Et ben je parlerai probablement du 3 fort bientôt, y compris du 4 et du 5, et on verra si le 6 sera vu en salle ou non. Ça va vraiment dépendre de mon humeur et du temps que j'aurai, des films qui auront en face, parce que quand même, hein, les films d'horreur au cinéma, j'y vais pas souvent, plein de raisons, mais on verra bien. Donc je vous laisse la parole, on échange et je vous dis à la prochaine, ciao!